Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Vous écoutez La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. La pédagogie du cœur est fière de faire partie du regroupement Balado Pédago. Visitez baladopédago.com pour trouver le prochain coup de cœur de vos oreilles. Enseignant du primaire à la retraite, auteur, éditeur, Yves Nadon est aussi à l'origine de l'organisme sans but lucratif de Mots et de Craie. Depuis le début de l'année scolaire en cours, on tente, lui et moi, de trouver le moyen de réaliser cette entrevue. Comme il vit dans la région de Sherbrooke et que je suis dans la région de Québec, je lui avais proposé de faire l'entrevue en visioconférence, mais il a tenu à se déplacer pour prendre place au microphone dans une classe de mon école à la fin d'une journée de cours. Je pense que je suis devenu allergique. Tous les confinements, l'éloge de l'éloignement, ça m'a appris que les relations sont hyper importantes. Puis à cette époque où, oui, la technologie facilite l'éloignement puis les rencontres, je trouve des fois il faut se botter le cul un peu, puis des fois non, je vais aller voir la personne en vrai. C'est trop facile la techno, comment ça peut nous éloigner puis nous rendre individuels à travers une foule. Puis je trouve qu'il faut comme réaliser que c'est chouette de voir du monde en vrai. Je commence par faire un saut en arrière avec toi, si tu me permets. Parce que je regardais ta feuille de route un peu, là, tu sais, ce que tu as fait, ce que tu fais aujourd'hui. J'ai envie de te ramener au moment où tu étais enseignant au primaire. Puis il y a un moment, comme enseignant du primaire, où tu as pris la décision de pas juste être un enseignant du primaire, mais de faire d'autres trucs. Tu es devenu auteur, tu as écrit, tu es devenu directeur de collection. Après ça, tu es devenu éditeur. Là, les choses se sont enchaînées. Mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait en sorte que l'enseignant du primaire, qui était pourtant très impliqué là, de ce que je comprends dans ce qu'il faisait, a dit non, je vais toucher à d'autres affaires à travers. Là. J'ai pas l'impression qu'il y a eu quelque chose, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu des rencontres qui ont fait en sorte qu'il y a eu des invitations, qu'il y a eu quelqu'un qui dit « Peux-tu faire ça? » Puis j'ai pas refusé parce que c'était très parallèle au travail. On m'a pas demandé d'être plombier, on m'a demandé d'être directeur de collection ou d'aller parler de la classe que j'avais. On dirait que tout s'est comme emboîté naturellement. Mais après ça, je me suis retrouvé avec tiens, je fais plein d'affaires en parallèle. Puis ça m'a pas enlevé du temps de travail, ça, je trouvais ça important. Dans quel ordre les choses se sont passées? J'imagine ou je devine que probablement qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais écrire sur ce que je vis, là, sur comment je vois les choses. Est-ce que ça a été ça la première chose? Est-ce que c'est l'auteur qui s'est manifesté en premier? Eh là là! Je me serais mieux préparé. Je te plonge loin. Non, c'est pas grave du tout. Non, mais c'est la première fois de ma vie qu'on me demande ça. Écoute, il y avait la classe, puis il y avait des choses intéressantes qui se passaient en classe. Puis je me souviens pas pourquoi les gens ont su j'avais cette classe-là au départ. Il y avait une charge de cours à l'université, mais il y a des enseignants qui me demandaient s'ils pouvaient venir visiter la classe. Puis j'ai toujours accepté. J'avais eu l'expérience d'une année assez extraordinaire où j'avais fait 4 congrès d'enseignants. Tout ça grâce à 2 enseignants que j'avais rencontrés qui m'invitaient un peu partout avec eux cette année-là et dans leur classe. Puis j'avais trouvé ça assez généreux de leur part. Je me suis toujours dit, à cause qu'ils m'ont tellement donné que je dois donner à mon tour. Les gens ont commencé à venir dans la classe. Il y a eu les charges de cours à l'Université de Sherbrooke après ça. Un début de maîtrise que j'ai jamais fini parce que tu fais autre chose? Non, je me suis aperçu que c'est le style littéraire d'une maîtrise qui me plaisait pas. Je comprends. Tu vois ce que c'est, faut toujours citer, blabla. C'est pas comme un texte où tu parles de ce que tu fais. Puis c'est pas que je suis contre ce style-là. Moi, j'ai eu de la difficulté à écrire dans ce style-là, beaucoup. La maîtrise a été écrite, tout y a fallu. Puis j'ai fait non, j'arrête. Et là, ça donnait lieu au livre. J'ai dit je peux l'écrire, mais pas dans un style de maîtrise. Oui, je comprends. Je vais écrire autre chose. Puis si on sent mon parti pris, en tout cas, dans le livre. Tu as été reconnu pour ça aussi, là, le ton, la manière de dire les choses, de ne pas mettre des gants blancs obligatoirement non plus. Puis peut-être une certaine arrogance de jeune enseignant que je pense que je n'ai plus. Là. Avec un recul, je fais OK, je crois que j'avais 30, 40, je vois bien que... J'ai ensuite demandé à Yves Nadon de me parler de son expérience comme directeur de collection aux 400 coups. Aventure qui aura duré une 20aine d'années. Ça a commencé par la bande où j'ai été invité par un ami qui était chez Gallimard pour siéger sur le CA du Salon du Livre de Montréal. Oui. Ce que j'ai fait, je pense, 2 ans, je sais pas trop. OK.
Puis là, je rencontrais plein de gens, puis je trouvais ça extraordinaire. On parlait de littérature, puis je trouvais que ça l'amenait des choses à l'enseignant que j'étais, de parler en profondeur de littérature, tout. Je pouvais amener ça aux élèves. Ça a donné des opportunités à mes classes où je pouvais les amener au salon. On a eu des nuits où on a couché au salon, où on a fait des entrevues. Mais j'ai rencontré des gens pendant que j'étais là. Directeur du Boréal, Pascal Assettiani, à l'époque, Serge Théroux, qui travaillait chez Dimédia, Gallimard, à qui je dois ma rencontre avec Pennac. On s'est connus là. Ensuite, Pascal Assettiani m'a offert de diriger le Boréal. Puis moi, un peu fou, j'ai dit oui. Mais j'ai bien vu après 6 mois que j'étais pas prêt pour un travail comme ça. C'était une journée par semaine, je quittais ma classe. Je pouvais pas être là à temps plein, c'était fou. Ça, Pascal et moi, on s'est entendu que c'est correct, je vais quitter. Ça n'a pas de bon sens que je fasse ça. Mais au moins, j'avais mis les pieds dedans. Et Serge Théroux, qui était chez Dimédia, suite à cette expérience-là, il m'avait consolé parce que j'étais tellement déçu de moi d'être pas à la hauteur du travail. Je lui parlais que je revenais d'un congrès aux États-Unis. J'avais écouté un prof d'histoire parler que l'histoire, les statistiques, c'est bien, mais quand ils entendent parler d'histoire à travers la fiction, ça a un impact encore plus fort chez eux. Puis je lui parlais de tout ça, il dit, pourquoi tu pars pas une collection 400 coups, Yves, quelque chose? J'ai dit, je partirais une collection avec Rosa Blanche de Innocenti si je pouvais, parce que c'est pas en français encore, puis il m'a donné carte blanche. Puis Serge a été extraordinaire, j'ai eu carte blanche pendant 20 ans aux 400 coups, le temps qu'il était là pour faire ça. Puis ça a commencé comme ça, puis ensuite on a fait Fidèles éléphants, une traduction, mais avec un illustrateur de Montréal, puis ça a commencé comme ça, tranquillement, ce qu'on en faisait. C'est ça, j'ai été 20 ans aux 400 coups à diriger la collection comme ça, avec une époque extraordinaire où les 400 coups, c'était pas juste jeunesse, c'était le cinéma, le théâtre. Et on avait des réunions, je revenais chez moi le sourire, j'avais entendu parler d'un paquet d'affaires que je ne connaissais pas. Je pense que je suis revenu un petit peu plus intelligent des réunions 400 coups. Je pense pas que j'ai donné autant, mais j'ai reçu beaucoup. Mon nom est Louis-Dominique Manuel, enseignant au secondaire. Je vous présente mon balado Manuel d'histoire. Si vous êtes un enseignant en univers social, c'est-à-dire en histoire, en géographie, en monde contemporain, en finance, bref, en sciences humaines et ce, à tous les niveaux d'enseignement, je vous propose des discussions avec des pédagogues qui sortent des sentiers battus et qui nous donnent le goût d'en faire autant avec nos élèves au quotidien. Les 400 coups sont vendus et la nouvelle vision de la maison d'édition correspond moins aux intérêts et à la façon de voir les choses d'Yves Nadon. Quelques mois plus tard, alors qu'il arrive à la retraite comme enseignant, il décide de fonder en compagnie de France Leduc, sa conjointe et complice professionnelle de longue date, les éditions 2. Et je me souviens, je sais pas, c'était un matin, un soir, j'ai dit « Oh non, ça me manque. Ça me manque. » Cette effervescence-là de travailler les textes, les illustrations, vivre dans ce milieu-là, ça me manque. Puis j'ai fait... Et mon père venait de décéder, je venais d'avoir un petit héritage qui me permettait de partir, je dirais fin décembre 2014. 2015, on a fondé la boîte, 2016, on a commencé à publier. Puis ça a été chouette parce que quand j'ai annoncé qu'on la partait, j'ai eu des manuscrits qui ont commencé à rentrer à cause du 20 ans aux 400 coups. Bien sûr. Donc je partais avec une longueur d'avance. Il y a des gens qui pouvaient déjà te faire confiance, qui te connaissaient et qui avaient envie de travailler avec toi. Voilà. Si je te demandais de me présenter la maison d'édition ou ce qu'elle est devenue, l'orientation globale. Comment tu dirais ça? Comment tu ferais ça? Elle est devenue plus grosse qu'on prévoyait. J'ai pêché par beaucoup de « Ah, c'est beau, on va le faire. Ça, c'est beau, on va le faire. » Là, on est dans une période où on rétablit le calendrier. Je te dirais que j'ai la même chance que toi, où pendant 35 ans, j'ai été à la tête d'un club littéraire, d'une communauté de lecteurs et d'auteurs. Puis pendant 35 ans, j'ai eu des grandes conversations autour des livres avec mes élèves, même si c'était des gamins de 6 ans ou 7 ans ou 9 ans, des conversations différentes de grands gamins de 15-16 ans, là. Mais ça reste que j'ai eu la chance de participer à ce que c'est que des conversations littéraires avec les élèves. Puis je dirais que la maison est empreinte de ça. Parce que la maison d'édition répond, il y a une volonté de répondre à ce besoin-là, c'est-à-dire il y a une ligne que tu as choisie, là, il y a une direction que tu as prise, de dire, le meilleur moyen d'enseigner la lecture, c'est avec les livres, c'est de placer le livre dans la classe. Oui, ça aussi, t'as raison. Ça aussi, ça l'emprunte le parti pris que j'ai eu, ou disons, ce qui m'amenait à voir qu'enseigner avec des livres, ça serait plus fort qu'enseigner avec des choses déjà décidées. Puis je critique pas ceux qui le font. Je dis, pour moi, c'était la chose à faire. Tu vois, j'ai plus l'arrogance de 25 ans. Au moment de notre discussion, les éditions 2 mettent la touche finale à la traduction du livre Anxious Generation de Jonathan Haidt.
Génération anxieuse arrivera en librairie le 4 mars prochain. On sort vraiment de notre créneau. C'est pas jeunesse, c'est même pas un texte pédagogique, c'est complètement autre chose. Mais quand j'ai lu ce livre-là l'année dernière, écoute, ça a pris 2 jours à le lire, j'ai été envoûté. Est-ce qu'il y a raison sur tout? Je sais pas. Il y a des débats à faire. Mais dans le contexte social où on sortait des confinements, où on a lancé les adolescents dans les écrans, où ça faisait notre affaire pendant des mois qui nous foutent la paix sur les écrans. Face au... Puis là, je vais faire des constats personnels. C'est face au tissu social que je trouve qui est brisé. Tout le monde est impatient, tout le monde est insatisfait, tout le monde trouve qu'il est pas assez payé pour sa job, tout le monde chiale après les autres. T'as toujours la pancarte quelque part qui dit vous devez être courtois avec nous. Qu'est-ce qui se passe en société pour que les gens soient impatients, non courtois, pas sensibles au malheur de l'autre? Je sais pas. Là, puis là, je parle pas comme un chercheur, je parle comme quelqu'un qui constate qu'il y a quelque chose qui a changé. On parle absolument de mots et de craies. Oui. De mots et de craies, Yves, c'est devenu vraiment une référence. C'est un événement qui est attendu. Chaque fois que le congrès est annoncé, les gens se précipitent. Là, je sais d'ailleurs que la programmation est annoncée, puis les inscriptions, c'est commencé. Là, les gens peuvent s'inscrire déjà. Là. On a annoncé le programme au mois de septembre. On a commencé les inscriptions au mois d'octobre. Puis la première heure est toujours épeurante. On a peur que le serveur va planter puisque les gens s'inscrivent rapidement. Ils veulent être sûrs d'être le premier. Demain, on ferme les inscriptions pour les 2 jours. Puis le jeudi, parce qu'on est à pleine capacité pour ces 2 jours-là. Il reste 50 places, je pense, pour le vendredi. Là. Mais on n'avait pas prévu ça dans les plans à l'époque. On a commencé à 350. Là. C'était un projet de prof. On aimait bien les congrès où on allait... certains congrès américains qu'on aimait beaucoup. Puis on trouvait que ça manquait ici. C'était trop cérébral. Puis on a commencé celui-là en 2012. Oui, le premier en 2012, on a eu 325 personnes, je pense. On est arrivé juste dans nos finances. La commission scolaire nous a loué un comptable de la commission scolaire à la retraite pour qu'il nous supervise. Ils nous avaient prêté 10 000 qu'on leur a remis. Voilà. Ah, mais ils ont quand même été corrects. Là. C'est bien ça. Ah non, écoute, le directeur général à l'époque, lui, il était chouette, il nous a épaulés. Puis on leur a remis le 10 000 en disant... On est correct. Puis après ça, 2 ans plus tard, ça a commencé à débouler la réputation. Puis la 3e année, on était avec guichet fermé après 2 mois, je pense. On était dans un petit endroit, là. Imaginons là, que quelqu'un est en train d'écouter mon balado. Oui. Bon, il avait entendu parler d'Yves Nadon un peu. Il est en train d'écouter l'épisode, là, mais lui, de mots et de craies, là, il n'a jamais entendu parler de ça. Il ne sait pas ce que c'est. Là. Comment tu peux lui expliquer ce qu'il va voir s'il s'est inscrit puis qu'il arrive au printemps à de mots et de craies? Qu'est-ce qui va se passer quand il va entrer là? Il y aurait 2 choses. Je suis toujours mal à l'aise de le dire comme ça, mais c'est ce que les gens nous disent. C'est un congrès qui est émotif. Les gens ressortent émotionnellement affectés. Comment ça se passe, je suis pas trop certain. Je pense qu'on a des bons conférenciers, puis on prend soin des gens, puis on essaie de relier sans jouer à la psychologie, là, je voudrais pas. Mais j'essaie que le congrès soit 2 jours de bonheur total, et dans la réception, et les repas, et... On ose dire aussi qu'on s'aime bien, puis il y a des pratiques qu'on aime bien, puis on se gêne pas pour faire vivre des émotions. La littérature fait ça, je pense aussi. La littérature peut être aussi émotive et drôle, mais en même temps, c'est un congrès qui est centré à... On aimerait que les gamins qu'on a entre nos mains apprennent à lire avec de la vraie littérature, des crayons, du papier, puis de la vraie écriture. Et on travaille fort pendant 2 jours pour que les gens repartent avec des outils, puis de la compréhension et tout. C'est ainsi que se termine l'épisode numéro 6 de la 4e saison. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, prenez donc un petit instant pour aller donner une cote positive ou pour laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Ce petit geste permet au balado de rejoindre un auditoire de plus en plus large. Un grand merci à mon invité, Yves Nadon, qui est venu me rejoindre dans mon école pour répondre à mes questions. Merci à Simon Proulx, guitariste et compositeur. Sa musique nous accompagne pour chacun des épisodes. Mon nom est Marc Proulx. Vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.